Monsieur le Président, passons au deuxième thème de cet entretien, décidément à couteau tiré. Le deuxième thème porte sur les élections. Première question, Monsieur le Président. Est-ce que vous êtes candidat à l'élection présidentielle de l'année 2006, si elle a lieu? Sur cette question, d'abord, je vous dis, en face, j'ai dit à mes compatriotes, je ne serai pas candidat aux élections présidentielles. Pourquoi? Pourquoi? Je pense qu'une élection suppose beaucoup de choses, surtout pour un pays qui sort en guerre, comme le Congo. Je vous ai évoqué les problèmes de la pacification, la paix au Congo n'est pas rétablie. Surtout ça, c'est la condition sine qua non, n'est pas rétablie. Lorsqu'on voit la mascarade qui a entouré, par exemple, l'organisation du référendum, et lorsqu'on voit, j'ai vu dernièrement les congrès des partis de l'établissement à Kinshasa, je ne vois pas comment est-ce que ces élections seront libres, transparentes et démocratiques. Pourquoi traitez-vous le référendum de mascarade? J'arrive d'abord. Vous savez, à l'heure où nous parlons, pourquoi je traite ces référendums de mascarade? Oui, pourquoi? Ce n'est pas moi. La Cour suprême de justice au Congo a démontré que c'est une mascarade. Je vous explique. Le référendum a eu lieu. Bon, les résultats publiés? Oui, mais expliquez-moi le fait que pendant les référendums, l'enrôlement continue. Voilà cause d'annulation même des résultats de ces référendums. Je suis en train de me poser la question. Les techniciens congolais sont tombés aussi bas comme ça? Ça, c'est ce qu'on appelle en droit le fait qu'ils ont fait les référendums alors que le processus d'enrôlement que j'ai qualifié un peu indirectement du recensement, d'accord, n'était pas fini. On relèverait ça d'office que les référendums ne devraient pas avoir lieu. Donc ces référendums... Pour vous, est nul et de nul effet. Nul et non nul. Parce que vous savez, il y a des fois... Vous savez, lorsque certains pays qualifient les Congolais de rien, ouais, bière, femmes et machin, je suis en train de me poser la question s'ils n'ont pas raison. Vous êtes très sévère. Oui, je crois qu'il est faux. Vous imaginez que le référendum est fini. Il y a des partis qui ont demandé. Et je vais vous expliquer une chose. Lorsqu'il y a des partisans de non au référendum, les partisans du non, ce n'est pas qu'ils n'ont pas voulu les référendums. Mais moi, je m'inscris dans les camps du non. Pourquoi? Parce que vous savez, M. Kouébé, pour nous, cette constitution-là devrait être l'occasion pour taire tous les conflits à venir au Congo. C'est-à-dire on aurait pu prendre du temps pour faire une très bonne constitution qui éviterait, après les élections, que nous retombions dans des conflits interinstitutionnels. J'ai expliqué à l'époque, si vous essayez de voir, les relations président-premier ministre. Ça, si vous voulez, c'est déjà une germe de conflits terrible. J'ai essayé d'expliquer les problèmes du découpage territorial. Je crois qu'ils ont fait exprès pour qu'après l'élection présidentielle, le Congo retombe dans la crise. Qu'est-ce que vous reprochez? Qu'est-ce que nous demandons? Donnez-moi un exemple de découpage qui ne vous plaît pas, oui, par exemple. Bon, écoutez, j'ai redit la même chose. Je prends ma région d'origine. C'est-à-dire? Par exemple, l'Équateur. Moi, je suis de l'Équateur. Mais vous savez, simplement, je vais vous dire une chose. Cette constitution, j'ai une filiation directe avec elle. Dans sa philosophie, dans son esprit. Je peux même dire, parce que vous savez, lorsque la constitution a été rédigée, nous avons vu les autorités de Kinshasa venir dans les pays occidentaux demander si c'est bien ou ce n'est pas bien, est-ce que c'est bien fait. Il y a même un pays trop proche du Congo par l'histoire qui a modifié certaines choses. Hein, et moi, j'étais au courant de tout ça. Mais cette constitution, si vous voulez, dans son esprit, c'est l'œuvre de l'UNIR. L'UNIR est le seul parti qui n'a pas dit, mais qui a écrit. Le Congo a besoin d'un État unitaire décentralisé. Dans l'esprit, c'est ce qui a été retenu. Mais nous avons toujours expliqué
que même cette décentralisation, ce n'est pas quelque chose qui devrait se faire du jour au lendemain. Sur ces points, ils ont retenu les principes. La décentralisation se fera, il y aura un moment tampon. Mais ce qui est choquant, c'est, je prends deux éléments. Les relations président-premier ministre. Vous savez, on essaye de créer une hiérarchie au sommet de l'État. Un président de la République qui est élu au suffrage universel parce qu'il a présenté à la population un projet de société, bien entendu. Et un premier ministre qui, lui, serait désigné par le président de la République sur la base des élections législatives. Donc, on est en train de mettre en face deux légitimités. Oui. Et le plus curieux, c'est que le président ne peut démettre le premier ministre que sur la présentation par ces derniers, donc le premier ministre, de sa démission. Mais vous connaissez les Congos, et si le premier ministre dit je ne démissionne pas parce que j'ai ma majorité parlementaire. C'est le blocage. Blocage. Mais ça rappelle un peu l'histoire de Lumumba. Exactement. Mais voilà. Et quand je vous dis, bah écoutez, les Lumumba risquent un jour de ressortir de l'air là où ils sont. Et ça, je l'ai dit, que nous devons prendre le temps sur ces points-là, corriger la chose et passer au référendum. Sur les découpages, c'est un pays qui sort en guerre, où l'influence étrangère a mis dans notre pays certains éléments que je dirais de la vie sociale qui n'existaient pas chez nous. Les problèmes des ethnies, des minorités et consorts. Lorsque vous faites d'Ituri une province autonome, et lorsqu'on sait les problèmes qui opposent les Lendou et les Ema dans ces coins-là. Et Ituri est en guerre jusqu'à présent. Bien sûr, je parle sur les découpages. Lorsque dans la région de l'Équateur déjà, vous avez créé 4 provinces. La Chuapa, c'est la région des Mongo. Donc ils ont fait un découpage sur base ethnique. Vous prenez le nord Ubangi, c'est pour les Ngwaka. D'accord? Sud Ubangi, les Ngwandi. Et puis la Mongala qui est là, bon, tous les gens qui parlent lingala. Et vous prenez comment on a morcelé même le Shaba. En 3 régions, à tel point que si vous essayez même de voir la répartition même des sièges au Parlement, ça va vous étonner qu'une province comme Ituri aurait plus de députés que l'ancien Shaba Katanga. Le deux Kivu qu'on n'a pas touché, ils seront même majoritaires au Parlement. Non. Or, le Kivu est frontalier du Rwanda et de l'Ouganda. Vous voyez la main de qui là-dedans? Non, moi je ne veux pas dans ces considérations-là. Une région comme la province orientale, en superficie, c'est la première province. Affirmatif. Découpée à tel point qu'il ne sera même pas représentative. Et dans tout ça, là où ça me choque, vous savez, certains partenaires occidentaux doivent faire attention. On ne peut pas ramener les théories qui font marcher en Europe ou à l'Occident, au Congo. Vous savez, dans cette constitution-là, on insiste sur un problème de minorité au Congo. Et minorité ethnique. Mais on ne nous a pas dit quelle est la tribu majoritaire, quelle est l'ethnie majoritaire au Congo. Est-ce qu'il existe une ethnie majoritaire au Congo? Qu'est-ce qu'on est en train de cacher dans cette histoire des minorités? Mais vous savez, le plus choquant dans l'histoire, depuis que le Congo, depuis la colonisation jusqu'à aujourd'hui, s'il y a une minorité qui a été opprimée, parce qu'on les considérait comme des sous-hommes, c'est la minorité pygmée. Effectivement. C'est le seul. Mais nos compatriotes Banyamulenge ne peuvent pas se targuer d'une minorité. Bon, c'est le cas. Non, non. Et c'est le début de la guerre, d'ailleurs, en 96. Oui, mais attendez. Il y a eu, c'est vrai, durant la conférence nationale, dans certains textes, quelques erreurs sur le problème de la nationalité, que certains ont profité de ça. On en parlera tout à l'heure. Attendez, mais il me semble que les Banyamulenge au Congo ont occupé des postes de direction, des postes de décision. Il y a eu le directeur du cabinet du président Mobutu à l'époque, M. Bisengimana. Il me semble qu'il est population Banyamulenge. Attends, mais maintenant on ne dit même plus Banyamulenge. Vous savez, la sémantique a évolué. C'est devenu... Attendez, un moment on a parlé de Banyamulenge, bon, et puis à un moment c'était les Tutsis congolais, bon, aujourd'hui les populations rwandophones. Vous savez, il ne faut pas jouer avec ça. Moi je ne suis pas pour opposer les peuples les uns et les autres, les ethnies les uns et les autres.
Mais j'ai dit aussi à nos populations, à nos frères Banyamulenge, s'ils se disent zaïrois, s'ils sont zaïrois,